êtes de plus en plus nombreux à suivre Évasion Guinée, mesdames et messieurs. Nous vous en remercions. Bienvenue dans cette édition. Les titres VULA, c'est cette entreprise française qui aura désormais la gestion de l'électricité guinéenne et vient de signer un contrat avec l'EDG pour l'amélioration de la desserte d'électricité dans le pays. Les examens nationaux, c'est pour le mois de juillet prochain. Malgré la perturbation des programmes due à la présence du virus Ebola dans le pays, les responsables de la commune de Matoto rassurent que les programmes sont déjà exécutés à plus de 78%. Et puis le président du Parti de l'Espoir pour le développement national PEDN, victime d'une cybercriminalité, son compte Facebook vient d'être piraté. Pour l'heure, plusieurs pages ont été supprimées au dire de sa cellule de communication. Encore une fois, bienvenue à tous. Tout d'abord, le dialogue politique inter-guinéen renvoyé au lundi 22 juin à cause d'un nouveau blocage ce samedi, troisième jour des négociations. En effet, les différents camps restent campés sur leur position. Cependant, le ministre de la Justice, président du cadre du dialogue, reste confiant quant à une issue heureuse lors de la prochaine rencontre. Marie-Sheila Fofana. Le dialogue politique interguinéen a du mal à se concrétiser. Au terme de la troisième journée de ce dialogue, un blocus plane toujours entre les acteurs pour cause le refus de la CENI de faire un acte officiel pour annoncer l'annulation du chronogramme des élections communales, une décision pourtant accordée par les deux partis. L'annulation du chronogramme des élections communales annoncé par la CENI au mois de mars dernier. Et cette question a trouvé un écho favorable. L'ensemble des participants s'est mis d'accord pour demander à la CENI d'annuler cet acte. Et nous avons demandé à ce que cette annulation soit confirmée par un acte en bonne et due forme. Et c'est là où il y a eu un blocage. Les travaux du dialogue ont été donc reportés pour le lundi 22 juin, mais déjà, les décisions prises seront appliquées et avant cette date, tout sera mis en œuvre pour la bonne marche de ce dialogue. Je tenais à dire à la communauté nationale guinéenne que ce dialogue qui a commencé jeudi dernier, on est au terme de la troisième journée. On a décidé donc aujourd'hui d'ajourner les travaux pour une reprise prévue lundi prochain à 14 h. Je tiens à affirmer ici que toutes les décisions arrêtées consensuellement entre les deux parties seront appliquées. Avant lundi, je resterai en contact avec les parties prenantes au dialogue pour affiner certains points de blocage afin que lundi, nous puissions avancer dans le sens souhaité par tous les Guinéens dans notre pays. Au terme de cette troisième journée, la communauté internationale se dit confiante quant à la volonté des acteurs politiques à mener à bien ce quatrième dialogue, ce en vue de la tenue d'élections crédibles et transparentes en Guinée. La coordination de la jeunesse de la Guinée forestière, en collaboration avec le FPTD, entendait Force patriotique pour la démocratie et le développement de Moussa Dadis Camara, a tenu un meeting de soutien à son président samedi à Conakry. Il demande le retour de Moussa Dadis Camara en exil au Burkina Faso depuis plus de 5 ans. Salut Djoubaté. Depuis l'annonce faite le 11 mai dernier par Moussa Dadis Camara de sa candidature aux prochaines élections présidentielles prévues au mois d'octobre, les mouvements de soutien en sa faveur multiplient leurs activités. Ce samedi, ce sont des dizaines de mouvements venus de partout pour réclamer son retour. Mais pourquoi ils ont choisi ce 20 juin? Nous voulons, à travers ce meeting d'aujourd'hui, rappeler au peuple de Guinée que notre frère, son Excellence, doit rentrer en Guinée. Et il a annoncé, il dit du 20 au 25. Et pour nous, le 20 est une date fatidique. La venue de son Excellence, Moussa Dadis Camara en Guinée, va mettre clair les choses comme l'eau de roche. Comme il est loin, on met tout sur sa tête. Et comme il a annoncé qu'il va venir,
les arrestations ont commencé, les inculpations ont commencé. Cela ne va pas nous intimider. Même si on arrête 1000 personnes, on inculpe 1000 personnes, il rentrera en Guinée. Très rassuré de son arrivée, le président des mouvements de soutien à Dadis énumère quelques attitudes à observer par les partisans le jour du retour du président du FPDD en Guinée. Le jour de sa venue, il faut que nous soyons disciplinés, organisés et que nous soyons tous responsables de nos actes. Évitons ce jour tout ce qui peut nous nuire à notre santé. Je parle de l'alcool et tant d'autres. Soyons sereins, soyons lucides. Ne cédez pas à la provocation ce jour. Parce que ce jour, tout le monde est appelé à recevoir son excellence, celui que j'aime dire, le prophète Moussa Dadis Camara. Moussa Dadis Camara aurait affirmé qu'il signerait son retour en Guinée entre le 20 et le 25 juin. Mais quel est le jour exact? Un de ses partisans avoue que le lundi prochain, la réponse tombera sur les médias guinéens. Je vous l'annonçais en titre, les cybercriminels viennent de pirater le compte Facebook du président du Parti de l'Espoir pour le développement national PEDN. Cette cybercriminalité à l'encontre de Lansana Kouyaté vise à ternir son image et celle du PEDN, a déclaré sa cellule de communication qui a déjà réussi à supprimer certaines pages créées par les cybercriminels. Maurice Dubé. Le président du PDN, Lansana Kouyaté, fait l'objet de cybercriminalité. Son compte Facebook a été piraté la semaine dernière. Les cybercriminels ont réussi à se procurer de certains de ses documents confidentiels, dont son passeport, en vue de ternir son image et celle de son parti. Nous avons constaté la semaine dernière un piratage du compte Facebook du président. En fait, ce sont des individus inconnus qui ont créé une page Facebook au nom du président. C'était un individu qui avait créé cette page dans le but de ternir l'image du président et d'arnaquer les gens au nom du président. Et ces personnes disposaient même des copies des documents confidentiels du président, notamment la copie du passeport. Donc c'est ce constat que nous avons fait. Cette cybercriminalité à l'encontre de Lansana Kouyaté n'a pas laissé indifférents les responsables de la cellule de communication du PDN. Ils ont saisi le bureau de Facebook France de Paris. Suite à cette démarche, certaines pages déjà créées ont été supprimées. Nous avons aussi mené des démarches auprès de certaines organisations, notamment le bureau de Facebook France, qu'on a saisi à travers le président également. À travers ce bureau de Facebook France de Paris, nous avons aujourd'hui réussi à supprimer cette page Facebook sur le réseau social. Les premières informations reçues, c'est que la page a été créée depuis l'Indonésie et la première utilisation de la page, c'est Conakry. Donc, mais les enquêtes évoluent parce que nous n'allons pas laisser cet acte-là impunément. Face à cette situation, le Parti de l'Espoir pour le développement national appelle tous ses militants à la sérénité. Ce que nous tenons à dire aux militants, c'est de garder leur sérénité toujours et de rester convaincus qu'aujourd'hui, la cellule de communication du parti a réussi, n'est-ce pas, à déjouer cette criminalité contre le président du parti. Donc nous avons supprimé la page Facebook. Il faut rappeler que les cybercriminels se sont livrés aux mêmes démarches récemment contre la première dame en faisant de l'arnaque au nom de sa fondation. Dans cette édition également, dans la perspective de la prévention des violences sociopolitiques en Guinée, avant, pendant et après les élections de 2015, les jeunes Guinéens vivant en France en collaboration avec leurs compatriotes au pays viennent de créer une association dénommée J'active 224. Cette association a pour slogan contre la violence, J'active le dialogue. Néné Mbaldi. Les élections en Afrique ont été pour la plupart marquées par des violences, notamment en Guinée. Cette problématique est devenue une préoccupation pour les jeunes. C'est pourquoi quelques ressortissants guinéens vivant en France et ceux restés au pays ont ensemble jugé utile de dire non à la violence en se constituant en une association étant les principales victimes de ces incidents. Depuis un certain temps, notre pays est plongé dans une situation dont la violence est la voie de recours la plus utilisée. Très souvent, ces violences connaissent des pics à l'approche des élections et sont victimes en même temps acteurs, les jeunes qui constituent plus de 74% de la population guinéenne.
C'est dans ce cadre même que cette association J'Active 224 a organisé une rencontre ce samedi. Elle a connu la présence des représentants des régions administratives et de certains quartiers de Conakry. Elle vise à apporter sa contribution au développement du pays en luttant contre la violence. L'objectif donc de cette association est de contribuer à la consolidation de la paix à travers la sensibilisation et la conscientisation des jeunes sur les méfaits de la violence. La mise en place d'un cadre de concertation permettant aux jeunes de se retrouver et de discuter des problèmes de développement et à l'épanouissement des jeunes à travers la promotion des activités génératrices de revenus. Les participants satisfaits de cette rencontre disent être prêts à se mettre à l'œuvre pour qu'enfin les violences soient à jamais bannies en Guinée. Aujourd'hui, si je suis venue à cette rencontre, je vais encore apprendre beaucoup de choses et je ne vais pas les garder à mon niveau. Je vais les multiplier, les divaguer au niveau des autres collègues qui ont eu confiance en moi et qui m'ont délégué. Il y a un projet que nous comptons mettre à disposition en contribution pour participer à la prévention et à la gestion des conflits au niveau de toute la République de Guinée. Donc c'est de partager toutes ces activités que nous comptons mener en perspective avec cette couche dynamique de la base. Une belle initiative, pensent certains, quand on sait que les jeunes sont les premiers à être touchés par les violences dans le pays. Leadership des jeunes face à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix en Guinée. C'est le thème central de 2 jours de formation initiés par l'ONG Leadership Jeunes pour la paix et le développement en Afrique. Ce samedi à la Blue Zone de Kaloum, cette première journée a connu la participation des représentants des différents partis politiques et la société civile. C'est dans le souci de renforcer la connaissance et les compétences de la jeunesse guinéenne en cette période de crise post-électorale que l'ONG Leadership Jeunes pour la paix et le développement en Afrique a organisé 2 jours de formation à l'intention des jeunes des différents partis politiques à la Blue Zone de Kaloum. Notre pays, la Guinée, c'est un pays que nous partageons tous, que nous aimons tous. Et nous avons estimé que les jeunes ont un rôle important à jouer, surtout dans le cadre de la prévention des conflits. Parce que selon nous, les GEPAD, aucun développement n'est possible s'il n'y a pas de paix. Et qui parle de paix parle de la prévention d'abord des conflits, avant d'abord de parler de la consolidation de la paix. Le vice-président du Conseil régional des organisations de la société civile a salué cette initiative qui, selon lui, va permettre aux jeunes d'éviter des conflits en Guinée. À cette période où notre pays traverse une crise qui se passe entre les acteurs politiques, à cette période préélectorale. Souvent que la jeunesse a toujours été accusée comme étant acteur de violence ou source de violence. Donc il est important que cette couche qui est à la fois l'énergie, la force de toute nation, reçoit cette formation de base sur la notion de prévention de conflits. Cela permettra de prendre des dispositions afin de prévenir des conflits. Le président de l'ONG Leadership Jeunes pour la paix et le développement en Afrique a exhorté la jeunesse à plus de responsabilités. Il faut absolument que la jeunesse participe activement à l'épanouissement de notre pays, surtout à travers les actions qui pourront nous permettre d'avoir une paix durable dans notre pays. Parce que selon nous, sans paix, il n'y a pas de développement. Il faut d'abord qu'il y ait la paix et que le développement puisse être observé dans notre pays. Les GEPAD Guinée est une ONG non gouvernementale à but lucratif. L'organisation des journées de formation vont-elles permettre à la Guinée d'éviter des violences en cette année électorale? Cette question reste posée. Autre titre de cette édition, l'entreprise française VEILA remporte le contrat de gestion d'électricité de Guinée. Le contrat a été signé vendredi entre VEILA et l'EDG en présence du président de la République. Ce partenariat public-privé s'inscrit dans le cadre du plan de redressement du secteur de l'électricité afin d'améliorer la desserte. VEILA aura pendant 4 ans la gestion de l'électricité guinéenne. Benoît Marcilla.
Après des années de mauvaise gestion au sein de l'électricité de Guinée, le réseau électrique de la Guinée est dans un état piteux avec seulement 20% de la population qui a accès à l'électricité selon les données de la Banque mondiale. La signature donc de ce contrat de gestion obtenu par le groupement Veolia Sureka vient renforcer le redressement interne du secteur engagé par le gouvernement guinéen en 2012 et améliorer les capacités techniques de l'EDG ainsi que la desserte urbaine de l'électricité pendant 4 ans. Améliorer la performance technique, commerciale et financière d'EDG. Restructurer la société EDG et moderniser son matériel d'exploitation, de maintenance et de gestion. Renforcer les compétences du personnel d'EDG. Je voudrais aussi insister sur le fait que le personnel de l'électricité de Guinée demeure au cœur du dispositif et par le biais de ce contrat d'appui, de gestion et de performance, Veolia Sureka apportera quant à elle son expertise par son renfort de compétences dans diverses fonctions clés pendant 4 années. Ce contrat de gestion mis en œuvre par la Société financière internationale, conseillère principale du gouvernement guinéen, engage Veolia à commercialiser l'énergie de l'EDG de façon transparente dans un partenariat public-privé. Et nous nous engageons à soutenir la République de Guinée dans ce défi de l'électricité, afin de répondre à la hausse de la demande et à améliorer la qualité de vie de la population guinéenne. Et je peux vous assurer de mon entière coopération dans l'accomplissement de la mission qui nous a été confiée afin de satisfaire les attentes de l'EDG et de la République. Ce projet de 4 ans, je l'espère, n'est que le début d'un partenariat de beaucoup plus long terme entre le groupe Veolia et la République de Guinée. À la signature de ce nouveau contrat stratégique, le président de la République a sans complexe rappelé aux nouveaux partenaires les habitudes qui ont fait chuter le secteur de l'électricité en Guinée. Alpha Condé demande à Veolia la mise en pratique très rapidement des compteurs prépayés. J'espère que vous êtes penchés sur tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Le non-paiement des factures, c'est les cas de EDG qui vont voir les gens disant non, on ne paye pas la facture, donne-moi une somme et ils annulent la facture. Les branchements clandestins, le vol des pièces. D'ailleurs, la question qu'on se pose, est-ce qu'on ne doit pas faire un monopole de l'importation des pièces de l'électricité ou bien en faire un contrôle rigoureux des sociétés qui vendent, parce que très souvent, les ateliers qui vendent des pièces détachées sont des ateliers qui appartiennent au cadre de EDG, qui volent les pièces de EDG pour les vendre là-bas. Le premier défi que vous avez, c'est de mettre en pratique très très rapidement les compteurs prépayés de façon généralisée. Cette nouvelle stratégie de fourniture d'électricité permettra désormais de séparer la production de la commercialisation et ouvrir le capital de l'EDG au privé. Sur un tout autre plan, depuis ce samedi à Conakry du dépouillement des dossiers de candidature des jeunes talents au compte du projet dénommé Nos jeunes ont du talent, des jeunes qui, une fois formés et recrutés, vont recueillir des informations auprès d'autres jeunes à la base afin de les transmettre au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, initiateurs du projet. Bernard Koudou. Lancée le 25 mai dernier, la consultation nationale des jeunes guinéens à travers son projet « Nos jeunes ont du talent » est une opportunité offerte aux jeunes talentueux d'être les intermédiaires entre le ministère de tutelle et la jeunesse à la base. Nous allons en fait mobiliser des jeunes qui vont aller dans les sous-préfectures, dans les préfectures, dans les communes de Conakry pour recueillir les besoins, les préoccupations, les problèmes, les doléances des jeunes. Savoir qu'est-ce qui les préoccupe. On s'est rendu compte que par exemple en milieu rural, les préoccupations étaient différentes pour les jeunes qu'en milieu urbain. Le projet Nos jeunes ont du talent est une revue à mi-parcours du plan stratégique de la jeunesse dans l'intervalle 2010-2020. À cet effet, des milliers de candidatures ont été reçues par le département dont le dépouillement a débuté ce samedi au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Nous devons sélectionner à peu près 500 personnes, des rapporteurs qui vont aller dans les préfectures et les communes de Conakry, et puis aussi des commissaires régionaux, des commissaires nationaux, qui sont chargés de récupérer tout le travail des rapporteurs et de faire une synthèse. À Conakry, la fin du mois de juillet, la commissaire générale aura collecté tous les besoins des jeunes. Elle en fera un cahier d'une vingtaine de doléances, donc une vingtaine de besoins, de thématiques importantes, qu'elle remettra au président de la République.
Sur la base de ce cahier de doléances, ça alimentera en fait notre programme. Les candidats qui seront retenus bénéficieront d'une formation en technique d'animation qui pourrait leur permettre de mobiliser plus de jeunes dans l'optique de plancher sur leurs besoins. Les préparatifs des examens nationaux vont bon train dans la commune de Matoto. Selon le DCE, les programmes d'enseignement sont exécutés à plus de 78% et les responsables en charge de l'éducation de cette commune affirment que tous les ingrédients sont réunis pour affronter les différents examens prévus au mois de juillet prochain. Nabi Kamara, explication. À un mois du démarrage des examens nationaux, les autorités en charge de l'éducation de Matoto mettent les bouchées doubles pour terminer les programmes. Et de nos jours, le niveau d'avancement des cours connaît un accroissement encourageant dans cette commune, explique le DCE de Matoto. Nous sommes à 78,94% de taux d'exécution du programme. Nous sommes dans le timing. Et vous savez que pour éclairer votre religion, généralement les sujets des examens nationaux sont toujours tirés dans les 75% de l'exécution du programme, que nous serons au rendez-vous de la date du 20 juillet. Du côté des préparatifs, les autorités de la DCE de Matoto soutiennent que tout est mis en œuvre pour que les élèves affrontent les différents examens dans les meilleures conditions. Je vous assure que même si c'est programmé pendant une semaine, Matoto est sempre prêt. Et vous savez que Matoto, c'est la tête de l'éducation. Quand Matoto est prêt, il ne faut pas poser la question à Zérekure, à Kanka et d'autres communes. Parce que tout le grand problème, c'est la commune de Matoto et Aratoma. Donc, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, même si nous partons dans une semaine aux examens, vous trouverez que tout est au point. Même son de cloche chez les candidats, ils se disent aujourd'hui prêts à affronter les examens. Je pense que nous sommes vraiment à 98% maintenant du programme. Parce qu'on a fini en biologie, en physique aussi aujourd'hui, tout on doit finir. Et en chimie aussi, ça va. Je pense que je suis prête. Je peux aller comme ça au bac. Je suis prêt pour affronter. Parce qu'avec l'aide de ces professeurs, aujourd'hui, vraiment, ils se donnent à fond. Vraiment, ils nous donnent les choses essentielles qu'il faut pour pouvoir affronter, n'est-ce pas, le bac réel. Quand même, moi, je peux dire que vraiment, Dieu merci, actuellement, je suis prêt pour affronter le bac réel. À rappeler que cette année, ils sont plus de 46 000 candidats à affronter les différents examens nationaux au compte de la commune de Matoto. Intéressons-nous maintenant à cet instrument qui, en Afrique, joue un rôle primordial dans les relations sociales. Il s'agit bien évidemment du tambour. Outre la mobilisation sociale dans le manding, le tambour, appelé Kounan, est le moyen par lequel les chefs convoquent et informent les populations. Lansana Traoré, Djibril Mara. Nous sommes à Wassaya, un district de Banfele en Haute-Guinée. Là, quand le tambour retentit, toute la population se presse chez le chef du village. Quelle est la place qu'occupe le tambour dans la société africaine? Le Kounan ou tambour est synonyme de respect. On le joue seulement à l'honneur des chefs et des grands événements ou le décès d'un haut dignitaire. Cet instrument ancestral devenu familier de nos jours dans la société africaine n'est pas l'apanage de n'importe qui. Jouer le tambour n'est pas permis à tout le monde. Seuls les vrais autochtones sont habilités à le jouer ou une personne désignée par le chef. Dans la société ancestrale, le tambour est le moyen sûr pour alerter les citoyens. Quand on le joue, tout le monde vient, parce que le tambour est le moyen le plus sûr d'informer les gens en Afrique. Malgré la mutation de la société, le tambour ou Kounan continue à jouer son rôle dans certaines communautés mandingues. Un mot de sport dans cette édition, le karaté, l'une des disciplines sportives peu encouragées par les autorités du pays. C'est loin de sa Guinée natale que Mohamed Sy poursuit son rêve de karatéka, vice-champion d'Italie des moins de 67 kg et champion d'Italie de la lutte au sol. Ce jeune Guinéen espère toujours de l'aide de la part du gouvernement. Abakar Sidiki Mané l'a rencontré. Son reportage.
Mohamed Sy est un athlète guinéen qui a participé à plusieurs compétitions et obtenu plusieurs titres en Afrique, notamment au Sénégal, mais également en Italie et en France. Il est le premier karatéka guinéen à représenter le pays dans la plus prestigieuse compétition mondiale de karaté en 2012. C'est un jeune patriote qui a pour ambition de défendre le tricolore guinéen. Je suis là pour me battre, pour représenter mon pays, mais je ne peux pas être dans tous les domaines. Je peux être juste au niveau sportif. C'est pour cela que je lance un très grand appel aussi au niveau des autorités pour qu'ils sachent qu'ils ont un enfant qui est là en France, que je bats souvent pour représenter la Guinée, que je suis très fier aussi de représenter la Guinée parce que partout que je fais les émissions et tout, je suis toujours avec le drapeau national. Déterminé à rehausser et impulser une nouvelle dynamique au karaté guinéen, l'athlète Mohamed n'a pas réussi à prendre part au championnat du monde de karaté qui s'est déroulé en novembre 2014 par faute du non-paiement de la participation par les autorités guinéennes. Ce qui était plus dur pour nous, en fait, on a payé toutes les charges à nous-mêmes et puis il nous restait la participation de la Guinée qui s'élevait à 30 000 euros à peu près, donc 29 500, disons 39 000 francs suisses. Et c'est à cause de ça, c'est une contribution de la Guinée de 12 ans. Donc on pouvait même négocier, je pense, une partie avancée pour qu'on puisse participer. Mais à cause de ça, on n'a pas pu participer et j'estime que c'est une miette pour l'État et donc c'est quand même c'est dégénérant de ce genre de situation. Le karaté étant une discipline martiale dont les techniques visent à attaquer ou à se défendre, ce jeune passionné demande la mise en place d'une politique pour favoriser son essor. Le karaté est abandonné par rapport aux autres sports et donc les autorités en charge doivent quand même revoir la copie pour essayer d'encourager ce sport à émerger parce qu'on est en retard. Il ne faut pas que, et pourtant on a des talents qui peuvent aller très très loin, on a des talents qui peuvent être champions du monde. La pratique de ce sport de combat constitue aussi un cheminement au plus profond de son être. C'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus enrichissant le karaté. Donc moi ce que je veux dire aux jeunes c'est de tourner vers le karaté parce que c'est une discipline sportive qui est très importante sur le plan éducatif. Et savoir que bientôt en 2020 on sera olympique. Donc il y aura aussi de l'argent au niveau de karaté et que voilà, pourquoi ne pas aussi se battre comme sur le foot. Un brillant parcours pour une première expérience mondiale sortie en qualification pour les quarts de finale. Après avoir éliminé 2 anciens champions du monde, Mohamed Sy est classé parmi les meilleurs karatékas de sa catégorie sur le plan mondial et premier athlète de sa catégorie en Afrique. Sur le continent, enfin, un accord de paix au Mali entre le gouvernement et les rebelles Touaregs. Il aura fallu 3 ans de conflit et 1 an de négociations pour aboutir à cet accord qui redonne de l'espoir à la population. Bamako, à quelques heures de la signature de l'accord, un texte synonyme d'espoir dans un pays où les rebelles Touaregs n'ont pas tous baissé les armes. Cet accord va apporter la paix pour les Maliens. Après cette signature, vraiment, il ne faut pas qu'on dise que demain il y a attaque d'une part. Cette signature n'a pas vraiment de valeur. Nous sommes que des Maliens qui sont en face des Maliens. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali a déjà été signé le 15 mai par le camp gouvernemental et par la médiation internationale. Le texte n'attend plus que la signature de la coordination des mouvements de l'Azawad, la rébellion à dominante Touareg. Et tous les obstacles semblent avoir été écartés. D'abord, le gouvernement malien a levé les mandats d'arrêt visant des responsables de la rébellion. Et puis, les groupes pro-gouvernementaux se sont engagés à évacuer la ville de Ménaka dans le nord-est du pays. Le 27 avril dernier, dans cette ville, la prise par les groupes pro-Bamako des positions rebelles avait déclenché une série d'affrontements. La signature de cet accord par les rebelles devrait clarifier la situation sur le terrain. Cette signature va permettre au moins de savoir que d'un côté, il y a des signataires d'un accord de paix qui va être appliqué, et d'un autre côté, des bandes incontrôlées, des djihadistes, des narcotrafiquants qui continuent les violences sur le terrain. Sur le plan de la sécurité, c'est le premier avantage que l'on attend de cet accord de paix. L'accord prévoit aussi de mieux intégrer les Touaregs dans l'appareil d'État malien, et notamment dans l'armée, et donne plus d'autonomie aux collectivités du nord du pays. En interactualité, Dylan Roof, l'auteur présumé de la tuerie de Charleston, a avoué ses actes. Il a été inculpé des assassinats de 9 personnes vendredi. La cour de
Charleston, a décidé de se maintenir en détention, une tuerie qui a endeuillé les États-Unis. Cet homme a tué de sang-froid 9 personnes dans une église. Et en avril dernier, pour son 21e anniversaire, son père lui offrait un pistolet calibre 45. Mais aux États-Unis, après une tuerie de masse, il est malvenu de parler d'encadrement de la vente d'armes à feu. Barack Obama ne le sait que trop. À un moment donné, un pays doit accepter ce qui lui arrive. Et je refuse d'agir comme si c'était la nouvelle norme. Je refuse de penser que faire son deuil est suffisant et que le fait d'agir pour arrêter ça ne serait que politiser le problème. Les Américains ont beau être le peuple le plus armé du monde, les États-Unis ont beau être le pays développé le plus touché au monde par la violence provoquée par les armes à feu, rien n'y fait. Vouloir encadrer leur vente semble impossible. Il y a 2 ans, l'administration Obama échouait à faire passer une mesure qui ne faisait qu'imposer plus de recherches sur le passé des individus cherchant à se procurer une arme. Aujourd'hui, les défenseurs du 2e amendement sont encore plus représentés. Les républicains sont majoritaires au Congrès. Parmi eux, Lindsey Graham, candidat à la primaire républicaine, un homme qui pense que ce qui est arrivé à Charleston n'est qu'un regrettable incident. Ce n'est rien de plus qu'un gamin déséquilibré, il ne faut pas chercher plus loin. Cela concerne seulement un jeune homme qui a apparemment vrillé. Suivant cette logique, ceux qui disent défendre le droit de se protéger estiment que si tout le monde était armé, ce genre de tuerie serait évité. Le pasteur qui a été tué avait voté contre le port d'armes en public. 8 de ses paroissiens, qui pourraient être en vie s'il les avait expressément autorisés à porter une arme à l'église, sont morts. Des gens innocents sont morts parce qu'il a pris position sur un enjeu politique. En majorité, les Américains restent attachés à leur droit de porter une arme. Et les études montrent que même après une nouvelle tuerie, ils ne sont que très peu à changer d'avis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Il faut continuer sur notre site web www.groupeevasvenguini.info. Bonsoir à tous.